Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Pour ce point de marché, ça y est, c'est effectivement c'est le premier point de marché. Ça fait un mois que j'ai plus fait de point de marché et je vous prie de m'en excuser. Donc, ce point de marché s'intitule Et si on échappait à la crise? Alors, avant de commencer, toutes mes excuses hein, pour mon silence. Alors, mais mon absence hein, d'un mois, un mois quand même, n'est pas lié à un problème personnel et encore moins à un manque d'intérêt pour animer cette chaîne. Hein, au contraire, hein. L'actualité, la liberté financière et tout ce qui touche autour de l'investissement et la liberté financière, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais la principale en fait raison, c'est que je ne m'attendais pas à ce que le webinaire que j'ai organisé le 15 avril hein, autour de la gestion de patrimoine, elle a eu tellement de succès en fait que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont personnellement sollicité pour réaliser un bilan patrimonial. Et donc évidemment, la priorité, c'est quand même les personnes qui me contactent euh, et qui me posent vraiment des questions personnelles. Comment je peux optimiser leur gestion patrimoniale? Évidemment, mon devoir est de leur répondre, bien évidemment, plutôt que de faire finalement des choses assez anonymisées. Parce que là les points de marché que je fais, voilà, c'est plutôt des points, c'est pas personnalisé. C'est-à-dire que en fonction de la situation patrimoniale de chacun, chacune d'entre vous, votre stratégie d'investissement ne va pas être la même, bien évidemment. Et donc, j'ai été pris en tenaille entre un accompagnement personnalisé et gratuit des personnes qui me contactent pour un suivi patrimonial, hein, j'insiste sur le terme de gratuité, des contraintes professionnelles puisque je suis encore salarié, une vie de famille chargée, oui, je suis papa, je suis marié, j'ai deux enfants, et ma chaîne YouTube. Et donc, il y a deux choses clairement que j'ai choisies que je ne ferai jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est un, sacrifier ma vie de famille, parce que ça, c'est vraiment important d'avoir une vie de famille, voilà, de partager des bons moments avec ses enfants. Hein. L'objectif hein, d'atteindre la liberté financière, c'est évidemment de passer plus de temps avec sa famille. Donc, si la liberté financière, ça s'accompagne d'un sacrifice de sa famille, je ne vois pas l'intérêt d'être libre financièrement. Et enfin, le deuxième axe que je ne ferai jamais, c'est de rendre le suivi patrimonial des personnes qui me contactent payant. Pourquoi? Parce que si mon objectif est de vous aider à atteindre la liberté financière, si je crois en la liberté financière, sacrifier sa vie de famille et vous faire payer les personnes pour un suivi patrimonial, c'est pas réellement, ça ne contribue pas à atteindre la liberté financière. Donc voilà, donc ça c'est ce que je ne ferai jamais. Et donc évidemment, les variables d'ajustement, il y en a deux. C'est le nombre de vidéos de points de marché que je peux faire sur le court terme. Donc évidemment, à court terme, je ne pourrai pas faire une vidéo toutes les semaines, alors que j'ai ce travail de suivi des bilans patrimoniaux que j'accompagne. Et enfin, effectivement, à moyen long terme, va se poser la question pour moi du salariat. Est-ce que je pourrais concilier évidemment le fait d'aider chacune d'entre vous à optimiser sa stratégie patrimoniale, ses stratégies d'investissement et évidemment le fait d'être salarié avec un emploi qui occupe 220 jours par an. Ça, évidemment, c'est une question à laquelle il faudra que j'y réponde. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent évidemment en savoir plus, qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, voilà mon contact ici. Hein, vous pouvez m'écrire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, maintenant, on attaque le point de marché à proprement parler. Donc, effectivement, je rappelle, hein, c'est une question. Et si on échappait à la crise? Alors, évidemment, depuis quelques mois, on a des déclinologues en tout poil qui nous annoncent l'effondrement du système. Et pourtant, nous sommes en, on approche la fin du mois de mai 2023 et force est de constater que on n'a pas eu d'effondrement. Alors, au niveau géopolitique, les marchés, attention, hein, ce n'est pas nécessairement un souhait personnel, hein, attention, les marchés parient sur la défaite de la Russie alors c'est pas face à l'Ukraine, hein, c'est face à la coalition occidentale en Ukraine. Hein, si les Russes ont autant de mal avec l'Ukraine,
c'est pas que l'Ukraine a une puissance militaire qui est comparable à celle de la Russie, très clairement. Alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour les Ukrainiens, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut être humble. En réalité, derrière l'Ukraine, on a tout l'Occident, hein, les Français, les Allemands, les Anglais, les Américains, qui arment les Ukrainiens jusqu'aux dents. C'est ce qui explique pourquoi la Russie a autant de mal. Et les marchés, en réalité, parient sur une défaite de la Russie face à la coalition occidentale. Les marchés aussi parient sur un apaisement des tensions au Moyen-Orient et au Proche-Orient. On a vu, qu'est-ce qui s'est passé, c'est la création, hein, de relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite, hein, qui sont les frères ennemis sunnites et chiites. Et enfin, les marchés parient que les problèmes liés au plafond de la dette US seront résolus. Donc évidemment, sur le plan géopolitique, les marchés ne parient pas à un scénario catastrophe. Parce que si jamais demain, les marchés commencent à envisager que la Russie puisse gagner en Ukraine et puisse évidemment commencer à s'étendre aux pays baltes, voire même en Pologne. Donc ça, c'est le scénario qui est envisagé par Philippe Fabry, hein, que je suis très sérieusement, parce que Philippe Fabry, enfin, présente des analyses extrêmement pertinentes. Mais si ce scénario, avec finalement une réussite, une victoire de la Russie, du moins dans les premières étapes de la confrontation géostratégique globale, hein, pour reprendre les termes de Philippe Fabry, si les marchés commençaient à anticiper ce scénario, du moins au début, là, ça ne serait pas la même musique. Là, on pourrait vraiment voir l'or qui partirait à 3 000 $ l'once, voire 4 000 $ l'once. On pourrait avoir des choses assez spéciales, on va dire. Pour le moment, les marchés, en tout cas, ne croient pas en ce scénario et parient sur une défaite, en tout cas, de la Russie face aux Occidentaux. Je ne vais pas dire face aux Ukrainiens, face aux Occidentaux. Sur le plan national maintenant. Alors sur le plan national, là encore, n'en déplaise voilà, aux personnes voilà, que je suis énormément. Moi, j'ai par exemple énormément de respect pour des personnes, par exemple, comme Olivier Delamarche, hein, que je suis beaucoup, et qui, effectivement, qui donne des conseils, hein, des conseils stratégiques. Bah, alors, évidemment, Emmanuel Macron est très impopulaire, mais la crise sociale liée au passage en force de la réforme des retraites n'a pas entraîné de situation insurrectionnelle. Ah, force est de constater que vous pouvez vous balader à Paris tranquillement, on n'est pas du tout dans une situation de guerre civile. Même si la Ve République paraît obsolète et commence à s'apparenter à une monarchie présidentielle plutôt qu'à un système démocratique, pour reprendre les termes de Philippe Fabry, le système tient. Le système tient. On n'est clairement pas dans un effondrement de cette Ve République et un départ précipité d'Emmanuel Macron du pouvoir. Pourquoi? Alors, n'en déplaise aux déclinologues, nous sommes quasiment en situation de plein emploi en France. Hein, j'ai eu du mal à y croire, hein, moi-même, au début, mais force est de constater que nous sommes en situation de plein emploi. Moi, pour vous donner un exemple personnel, à la semaine dernière, j'ai été contacté par 4 chasseurs de tête. 4 chasseurs de tête qui me contactent en 5 jours et qui clairement me demandent, hein, ils me posent des questions, ils me demandent mon salaire, combien je travaille, mon rythme de travail et tout. Et quand je leur explique ma situation, ils me disent clairement que soit avec la charge de travail que j'ai dans mon poste actuel de CDI, je peux prévoir, j'ai des employeurs qui sont prêts à me recruter avec 15% de salaire en plus, voire 20% de salaire en plus avec la même charge de travail, ou alors des entreprises qui sont prêtes à me recruter avec le même salaire, mais avec quasiment 30% de travail en moins, avec une qualité de vie qui est, entre guillemets, beaucoup plus cool que celle que j'ai là. Donc, et là, je ne fais rien. Moi, je fais je suis ma vie. Enfin, vous connaissez, les personnes qui suivent ma chaîne connaissent mes projets à moyen, long terme. Donc, je ne vais pas sauter, je ne vais pas courir derrière les chasseurs de tête, hein, bien évidemment. Parce que vous connaissez mes projets, mais en tout cas, du boulot, il y en a plein. Hein. Clairement, il y en a énormément. Et donc, du coup, les salariés ont du pouvoir d'achat et quasiment toutes les entreprises consentent à des hausses de salaire. Hein, que ce soit dans la banque, l'assurance, le tourisme, l'hôtellerie, restauration, les milieux médicaux, enfin quasiment, on voit qu'il y a des hausses de salaire généralisées dans quasiment tous les secteurs. La situation des banques françaises
là encore, malgré ce que les déclinologues disent, qui appelle à retirer votre argent des banques, bah, elle est très bonne. Les ratios prudentiels sont au plus haut. Quand on regarde les ratios BAL 3 pour les banques ou les ratios solvabilité 2 pour les assureurs, bah, les ratios sont très bons. Les résultats affichés par les banques et les compagnies d'assurance françaises sont aussi excellents. Et enfin, les analystes sont optimistes sur les grandes banques françaises. Vous regardez les cours des actions BNP Paribas et des autres, Crédit Agricole et autres, bah, vous regardez que bah, le cours des actions, il est loin de s'effondrer. Au contraire, on est plutôt dans une dynamique d'augmentation, de hausse des cours. Et donc, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que l'on va avoir un scénario boucle d'or avec à la fois une baisse de l'inflation, un ralentissement de la croissance, tout en évitant la récession et la remontée du chômage. Ça, c'est le scénario boucle d'or pour les marchés, parce on évite à la fois un emballement de l'inflation avec une spirale boucle prix-salaire, et en même temps, on évite la récession. Donc ça, c'est une question. Et là, attention, il y a des points d'attention. Le but, vous me connaissez, c'est pas d'être super optimiste. Alors oui, pour le moment, les gens qui parient sur une libanisation de l'Europe et de la France, pour le moment, force est de constater qu'on est loin d'être dans une libanisation de l'économie et de la société. Attention quand même, premier point d'attention, ne faut pas sous-estimer les Russes et les Chinois, même si pour l'heure l'hégémonie américaine reste indiscutable, tant sur le plan militaire qu'économique. Ça, on peut être anti-américain ou pro-américain. Il faut remarquer, il faut constater que les États-Unis d'aujourd'hui dominent le monde comme jamais depuis l'Empire romain a dominé la Méditerranée à l'époque. Alors, mais il ne faut pas sous-estimer la Chine et la Russie. La Chine qui a quand même qui a quand même une énorme armée de réserve, qui ont énormément, disons, de connaissances sur tout ce qui est semi-conducteurs, etc. Et vous avez les Russes, qui est quand même la Russie, qui est un réservoir de matières premières et le numéro un de tout ce qui est armement de pointe, notamment l'industrie de l'armement nucléaire. Deuxième point d'attention, si les résultats des grandes multinationales françaises sont de très bonne facture, de plus en plus de petites entreprises commencent à tirer la langue. Donc le nombre de faillites atteint des records historiques en France du fait de la fin des PGE et du quoi qu'il en coûte. Et enfin, on observe que les habitudes des consommateurs commencent à changer avec une consommation qui tend plus sur la consommation essentielle, notamment la nourriture, que sur le superflu. Or, on sait que l'économie française repose énormément sur les services, le tourisme et le luxe. Donc, si évidemment les gens commencent à moins partir en vacances, à aller moins dans les hôtels, les restaurants et à acheter moins de sacs Louis Vuitton, évidemment, on pourrait avoir un ralentissement, des déceptions au niveau des résultats des entreprises, même si, par exemple, pour le luxe compte en grande partie sur la consommation des étrangers. Troisième point d'attention, les hausses de taux intervenues en 2022 ne produiront leurs effets sur l'économie que 12 et 18 mois plus tard. Donc on commence tout juste à ressentir les effets des hausses de taux sur l'économie qui vont s'amplifier au second semestre 2023 et au premier semestre 2024. Donc là, je ne suis pas en train de vous parler d'effondrement de tout le Bataclan. C'est mécanique, c'est économique, c'est de la physique, c'est de la physique économique. On monte les taux. Quand on monte les taux, l'impact sur l'économie, qui est un ralentissement de l'économie, n'a lieu que 12 à 18 mois après le mouvement de hausse des taux. Donc ça, c'est économique, c'est de la mécanique. Vous lancez une balle, elle monte, puis après, bah, la force de votre bras ralentit, enfin l'effet de la force de bras ralentit sur la balle, et ensuite, c'est la pesanteur terrestre qui attire la balle vers le sol. Là, c'est un peu la même chose. Vous montez les taux d'intérêt. Au début, il ne se passe rien. Et puis, au fur et à mesure que les mois s'écoulent, les hausses de taux intervenues vont commencer à impacter le cycle économique. Donc, même si les banques centrales font machine arrière et baissent les taux drastiquement en juillet, ce qui n'est pas le cas, mais même si elles devaient baisser leurs taux dès juillet-août de cette année 2023, ces baisses de taux n'impacteront positivement l'économie qu'en 2025. On sait
que le cycle économique de l'économie réelle est toujours en retard de 12 à 18 mois par rapport au cycle de taux d'intérêt. Donc ça, attention, on peut avoir un ralentissement économique plus marqué à partir du deuxième semestre 2023. Et enfin, quatrième point, malgré la réforme des retraites, la note de la France a été dégradée à A- par Fitch et le risque de dégradation est réel chez Moody's et Standard Poor's. Donc évidemment, ça, il ne faut pas prendre ce risque non plus à la légère. Donc l'analyse détaillée des marchés va nous montrer que la situation est bien plus complexe que ce que nous annoncent d'un côté les déclinologues et de l'autre les super optimistes que j'appelle les dogs de Bordeaux. Hein. C'est la fameuse expression que j'utilise pour qualifier les supra-optimistes, hein, certains gérants actions notamment qui voient le CAC à 10 000 points. Alors maintenant, on va passer, hein, ça vous avez l'habitude, hein, à la description, à l'étude de ce qui s'est passé sur les marchés ces dernières semaines. Alors sur les taux, les obligations. Alors après une détente des taux, hein, les taux français reviennent à 3%. Donc, on voit que les taux, hein, ne s'enflamment plus, on n'a plus d'envolée des taux d'intérêt, mais on voit que les taux ne baissent pas aussi vite qu'on pouvait l'espérer. Donc ça c'est quand même un signe, hein, qui montre que les marchés ne croient pas à une chute de l'inflation. Alors c'est un peu pareil aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, hein, les taux, certes, commencent à se tasser, mais ils ont vraiment du mal à baisser. Hein. On n'a pas un effondrement des taux, on voit que les taux ont beaucoup de mal à rebaisser. Donc là encore, hein, ça c'est un signe que les pressions inflationnistes ne vont pas forcément se calmer si vite. Les spreads de crédit maintenant. Alors, les spreads de crédit, alors qu'est-ce qu'un spread de crédit? C'est un écart entre les taux d'intérêt de certains pays, d'un pays, avec des taux de référence. Alors, dans le cas de l'Europe, le taux de référence, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne est considérée comme l'élève modèle de la zone euro. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que le spread de taux entre la France et l'Allemagne atteint un niveau record jamais vu depuis début 2022, hein, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et depuis 2017. Donc si jamais les taux d'intérêt, l'écart de taux, hein, le spread de taux entre la France et l'Allemagne devait dépasser 70 points de base, on arriverait à des niveaux jamais vus depuis la crise des dettes souveraines de la zone euro entre 2011 et 2013, qui, je rappelle, a été stoppée par le whatever it takes, par Mario Draghi et la planche à billets. Donc là, attention, warning, le marché des spreads de crédit nous indique que, attention, les marchés commencent à se poser des questions sur la France, sur la manière dont l'État français, le gouvernement français, gère sa dette. Hein, on voit le spread qui est quand même à des niveaux. Alors, on n'est pas à des niveaux, hein, on n'est pas à 120 points de base, hein, mais on est à des niveaux qu'on n'a jamais plus vus depuis 2022 et 2017. Donc surveillez le spread de crédit qu'il ne dépasse pas ce niveau des 70 points de base entre la France et l'Allemagne. Alors au niveau de l'Italie, paradoxalement, en relatif, l'Italie fait preuve de beaucoup plus de résilience que la France. Alors oui, le spread entre l'Italie et l'Allemagne est structurellement plus élevé que celui entre la France et l'Allemagne, mais en relatif, on voit que le spread italien tient très très bien la corde par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire que les marchés semblent accorder plus de crédit à ce que fait le gouvernement de Madame Meloni, qualifié d'extrême droite, que ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, hein, que l'on qualifiait pourtant de Mozart de la finance. Pourtant, aujourd'hui, les marchés mettent plus sous pression la dette française que la dette italienne. Donc ça, c'est un petit warning, hein, attention, l'existence de la zone euro n'est pas menacée, on n'a pas des spreads qui explosent à 500, 600 points de base, mais on a un petit hic et une petite pression que commencent à mettre les marchés sur la capacité du gouvernement français à tenir les rênes. On va passer au change. Alors, on va aller vite fait, hein, sur l'euro livre sterling et sur l'euro franc suisse, pas grand-chose à noter. On a toujours
l'euro livre qui est autour de 87 centimes, 86 centimes par de livres pour 1 euro, et l'euro franc suisse qui est toujours légèrement en dessous de la parité. Alors, sur l'euro dollar, par contre, hein, là encore, on a l'euro dollar qui consolide, l'euro qui baisse légèrement par rapport au dollar, mais on reste quand même pas très éloigné de la zone des 1,10. On est à 1,08, on était à 1,10 il y a encore une semaine, 1,08. Là, on est quand même très au-dessus des 0,95. Là, au moment où je vous parle, l'euro dollar est quasiment à 15% au-dessus de ces points bas atteints en juillet, août 2022. Donc là encore, les déclinologues qui nous prédisent l'euro-dollar à 70 centimes, voire 50 centimes d'euros pour 1 dollar, on est au-dessus de la parité, on est presque 10% au-dessus de la parité, donc on est très loin de l'effondrement de la zone euro. On est encore très très loin. Ça pourrait arriver, ça peut arriver, attention, il y a des problèmes en zone euro, notamment que la zone euro, pour reprendre les termes de Marc Toiti, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, qui a un vrai risque quand même qui pèse sur l'existence de la zone euro, mais on est loin de l'effondrement. Quand certains vous disent que ça y est, l'euro va sauter dans quelques mois, bon, excusez-moi, pour le moment, en tout cas, quand on regarde les spreads de crédit, quand on regarde l'euro-dollar, on n'est pas encore dans une situation d'effondrement. Allez regarder au Liban ce qui se passe avec la livre libanaise. Là, oui, on est dans une situation d'effondrement. Sur ce qui concerne la zone euro, ce n'est pas encore le cas. Donc voilà un petit peu. Hein, donc on a un marché d'échange qui, clairement, est plutôt optimiste. On a un marché des spreads de crédit qui est loin de parier sur l'explosion de la zone euro. Avec un petit bémol, attention à la manière dont le gouvernement gère le budget de la France. Hein. Monsieur Bruno Le Maire, qui écrit des livres de cul, excusez-moi de l'expression, il a écrit 5 bouquins depuis qu'il est ministre de l'économie, hein, en 7 ans. Bon, en 6 ans, pardon. Bon, je ne sais pas, quand on est ministre de l'économie, qui a quand même eu le Covid, la crise en Ukraine, les problèmes de dette, etc., je pense qu'il y a peut-être autre chose à faire qu'écrire des bouquins. Je pense qu'il y a quand même du pain sur la planche quand même. Quand on est à la tête de l'économie d'un pays comme la France, il y a peut-être autre chose à faire. Donc, attention, nos dirigeants devraient quand même faire preuve d'un peu plus de sérieux, parce que diriger la politique économique de la France, c'est quand même sérieux. Hein, c'est un boulot à plein temps. Donc, je ne sais pas comment ils ont le temps d'écrire des bouquins à côté. Bah, il faudra qu'ils expliquent ça. Hein. Bon, voilà. Et ça, les marchés se posent quand même quelques questions. On va passer aux actions maintenant. Alors, les marchés actions, le CAC 40, donc après une légère consolidation, le CAC 40 hein, repart à la hausse. Hein. L'indice parisien n'est plus qu'à 2% de son sommet historique d'avril. Et encore, ces 2% qu'il manque au CAC 40 pour atteindre son record historique, il est juste lié au versement de dividendes. Ça, c'est important à savoir. Quand un indice détache un dividende, sa valeur nominale baisse avec le détachement du dividende. Donc, en réalité, si on intègre les dividendes distribués au mois de mai, le CAC 40 dividende réinvesti est à son record historique. Quelque chose comme 23 000 points, si ma mémoire est bonne. Et là, on regarde, hein, ça c'est le CAC 40 en pas minutes. Donc on voit le graphique hein, du vendredi 19 mai. Donc on voit le CAC 40 qui évolue. Et là, vous voyez, vous avez une chute du CAC 40, hein, le CAC 40 qui va passer de 7500 à 7470, qui perd 30 points en quelques secondes. Ce n'est pas le CAC 40 qui s'est effondré de 30 points, c'est juste qu'il y a eu un détachement du dividende. Donc, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Les actionnaires reçoivent l'argent des dividendes sur leur compte, ou alors, s'ils ont investi dans des actions françaises via une assurance vie, bah, les dividendes sont réintégrés dans la valorisation du fonds. On ne voit rien. Par contre, évidemment, l'indice, la valeur de l'indice est décotée de la valeur du dividende distribué. Donc attention, un conseil, ne pas vous précipiter sur les actions qui versent le plus de dividendes parce que ça ne veut rien dire. Une action qui vous verse, qui vaut 100, qui verse 10 de dividendes, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir 10 sur votre compte et l'action, au lieu de valoir 100, va valoir 90. En réalité, vous n'avez rien gagné,
vous n'avez rien perdu, c'est juste un détachement de dividende. Donc attention, le dividende, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le dividende, c'est juste une rémunération que l'on accorde à l'actionnaire, mais cette rémunération se fait au détriment de la valeur du titre en bourse. Ça, c'est vraiment important à noter. Alors maintenant sur le Dow Jones, alors le Dow Jones, il nous déçoit, hein, il nous déçoit, puisque depuis le début de la crise ukrainienne, depuis le mois de mars 2022, le Dow Jones n'arrive pas à casser la zone des 34 000, 34 500 points. On bute sur cette énorme zone de résistance, on n'arrive pas à la casser. Et ça, voilà, ça c'est quand même un signe, hein. Donc oui, effectivement, le CAC 40 monte, effectivement, le CAC 40 surperforme, notamment grâce au luxe, mais il ne faut pas oublier que sur le long terme, l'indice qui drive, les indices qui drive l'économie mondiale, ça reste quand même les indices américains. Et pour le moment, le Dow Jones n'arrive pas à casser la zone des 34 000 points. Donc là encore, il y a encore il y a encore des choses qui me gênent quelque part. Et ça c'est un point qui me dérange un petit peu. Alors le Nasdaq, lui, par contre, semble s'extraire de sa résistance majeure des 13 500 points et le franchissement des 14 000 points ramènerait l'indice dans une tendance haussière solide. Pour le moment, le Nasdaq, lui, pour le coup, continue, hein, avance très très bien. Là, pour le moment, on est en train de sortir du rebond technique et on pourrait, si le Nasdaq franchit les 14 000 points, dire qu'on est reparti sur une tendance haussière. Le Nikkei, alors lui pour le coup, le Nikkei, lui repart carrément en hausse exponentielle, hein. C'est l'indice qui, ce dernier mois, surperforme les autres places boursières. Alors, au début de l'année, le premier trimestre 2022, l'indice phare, c'était le CAC 40, hein, avec Bernard Arnault notamment qui boostait tout ça. Le CAC 40 qui surperformait l'ensemble des indices de la planète. Maintenant, c'est le Nikkei, hein, c'est le Japon qui a pris le relais du CAC 40. Et on a le Nikkei qui atteint un niveau de 30 823 points, du jamais vu depuis 1990. Alors derrière cette euphorie de la bourse japonaise, qu'anticipe le marché? Alors le marché anticipe que, avec la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis, c'est le Japon qui va tirer les marrons du feu, hein. C'est le Japon en fait qui va servir de valeur refuge aux tensions qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Et en fait, certains analystes pensent même que on va délocaliser, que les entreprises européennes vont délocaliser leur production de la Chine vers le Japon, ce qui évidemment va permettre à l'économie japonaise de connaître un renouveau grâce aux délocalisations qui interviendraient de la Chine vers le Japon. Alors, moi j'ai quand même un petit bémol, hein, c'est que le coût de la vie au Japon reste autrement plus cher que la Chine. Donc oui, effectivement, le Japon pourrait apparaître comme un havre de paix par rapport à tout ce qui se passe entre la Russie, la Chine, l'Inde avec le Pakistan, Taïwan, la Corée du Nord, Corée du Sud. Donc oui, effectivement, le Japon paraît géographiquement un petit peu à l'abri de toutes ces crises, mais moi, c'est mon analyse personnelle, le coût de la vie au Japon paraît très très cher pour pouvoir délocaliser sa production là-bas. En plus, le Japon, contrairement à la France, par exemple, n'est pas vraiment une terre d'immigration, hein. Enfin, on dit toujours, hein, oui, les Français, il y a du racisme en France. Euh, c'est beaucoup plus facile de venir vivre en France que d'aller vivre au Japon. Premier point. Donc c'est pas si facile, on va avoir beaucoup de mal à envoyer des Américains en masse, des Européens en masse aller vivre au Japon. La main-d'œuvre japonaise est beaucoup plus chère que la main-d'œuvre chinoise. Et enfin, la population japonaise, n'en déplaise, hein, voilà, là c'est démographique, elle est en train de vieillir. La population japonaise est en train de baisser, hein. Si on continue comme ça, dans une trentaine d'années, il y aura quasiment 30% de Japonais en moins sur la planète. Donc comment confier l'usine du monde aux Japonais alors que la population japonaise est en train de vieillir et même de disparaître? Et elle n'est pas remplacée
par une immigration de masse. Contrairement à la France, où on voit certes la population française qui vieillit, mais qui progressivement, et il y a une relève qui est liée à une immigration qui arrive en France. Et là, je vais peut-être avoir un discours assez, assez ferme, assez peut-être assez dur vis-à-vis de l'extrême droite. Je suis désolé de le dire, mais l'immigration, hein, c'est pas désolé, hein, c'est pas juste des gens qui arrivent et qui profitent de la CAF et du système social français. Hein. Moi, je travaille, je vois énormément d'immigrés très qualifiés qui arrivent de l'immigration, qui font leurs études en France, qui font des études, des hautes études en France et qui occupent des postes très élevés dans l'informatique, dans la finance, dans le trading, dans l'informatique, avec des niveaux de poste très élevés. Donc attention, hein, là, il y a de quoi être plutôt optimiste hein, pour la France par rapport au Japon. Il y a une partie grandissante de l'immigration qui s'intègre à la vie française en gardant évidemment des rites quelque part, hein, des traditions de leur pays d'origine, il n'y a aucun problème à cela, qui s'intègrent à la France et qui apportent leur expertise à l'économie française, ce qui n'est malheureusement pas le cas au Japon. Donc, penser que le Japon va remplacer la Chine, ça, pour moi, ça me paraît un petit peu compliqué à cause du vieillissement démographique. Voilà. Donc voilà un petit peu la parenthèse sur le Japon, mais je devais m'attarder sur le cas du Nikkei parce que c'est quand même en ces quelques semaines, alors autant il y a un mois quand je vous ai quitté, il y a un mois, bon, le CAC 40 n'a pas fait grand-chose en un mois, autant le Nikkei, lui, il a pris plus de 10% en l'espace d'un mois et je me devais faire un petit focus sur le Japon. Alors, la bourse chinoise, il n'y a pas grand-chose. Hein. On est en train de consolider autour des 13 000 points sur la bourse chinoise. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'hémorragie, hein, vous voyez cette tendance baissière, l'hémorragie qui a commencé sur la bourse chinoise en février 2021 semble s'être arrêtée. On a une énorme base de consolidation, mais on ne peut pas encore parler de renversement de la tendance sur la bourse chinoise, mais on a un arrêt de la déroute de l'hémorragie baissière sur la bourse chinoise. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça peut être intéressant à long terme de commencer peut-être à accumuler sur la bourse chinoise. Alors sur l'Inde, c'est un petit peu la déception. C'est un peu la déception, hein, l'Inde, parce que alors qu'en 2022, les bourses occidentales et chinoises prenaient le bouillon, la bourse indienne s'est permis de battre un record en septembre 2022, alors au moment où les bourses occidentales étaient à plus de 20% en dessous de leur record historique, la bourse indienne battait ses records historiques, mais là, on est dans une tendance alors difficile, on ne peut pas encore parler de tendance baissière de fond, mais on est vraiment dans une tendance à la correction. Et là, on a une structure en diamant sur la bourse indienne, c'est-à-dire on a une volatilité qui augmente jusqu'à atteindre le record historique, puis on a une volatilité qui diminue jusqu'à revenir à ce pivot des 22 points. Et donc là, on a un peu cette structure en diamant. Donc attention, hein, statistiquement, les structures en diamant, très souvent, cassent par une tendance baissière. Donc attention, en mots. Ça, c'est du chartisme. Hein, bon, voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, hein, sur l'Inde, on est quand même un petit peu déçu par rapport à ce qu'ont fait les bourses occidentales et même chinoises et surtout japonaises. Alors sur l'Afrique du Sud se comporte très bien et euh, la bourse sud-africaine reste une des bourses les mieux orientées juste après les bourses européennes. Donc les bourses hein, qui surperforment le mieux, hein, la bourse française, les bourses européennes en général, mais la bourse française en particulier, et maintenant la bourse japonaise. Et juste derrière, on a la bourse sud-africaine qui résiste très très bien. Et enfin, la bourse brésilienne. Alors, la bourse brésilienne a bien rebondi. Hein, ce dernier mois, on a rebondi de près de 10% en un mois. Mais attention, hein, il faut relativiser. On est quand même. La bourse brésilienne a quand même connu une grosse déception, hein, parce qu'on est quand même à 20% en dessous des records historiques. Hein. La bourse brésilienne reste quand même décevante. Hein, le comportement de la bourse brésilienne reste décevante, même si on a quand même eu un très très beau rebond technique ces dernières semaines. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur les actions. Alors maintenant, on va passer aux métaux précieux. Donc, globalement, sur les actions,
c'est plutôt positif, c'est plutôt encourageant, hein, on est loin de la débâcle hein, annoncée par les déclinologues. Hein, enfin, si on regarde que les marchés actions, on pourrait dire bah, tout va très très bien, tout va mieux que bien. Euh, on peut être serein, l'économie va bien, c'est super, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Bon. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur les métaux précieux. Et là, sur les métaux précieux, on se pose quand même des questions. On se pose quand même des questions, excusez-moi. Regardez l'or. Alors l'or, moi je suis un petit peu inquiet quand même. Hein. Alors l'or, oui, il a corrigé un petit peu ici hein, ces dernières semaines, mais quand même, l'or est à moins de 5% de ses records historiques. L'or est à peu près une centaine de points de ses records historiques. Et ça, je suis un petit peu inquiet. Je suis un petit peu inquiet, d'autant plus que le dollar s'est un peu renforcé ces dernières semaines. Donc, pour moi, l'or, si vraiment on est dans une situation de business as usual, de c'est cool, tout va bien, l'économie est solide, l'inflation elle est sous contrôle, c'est tranquille, c'est cool, il n'y a, y a, y a, y a rien à craindre, l'or devrait s'effondrer. L'or devrait perdre 20% de sa valeur, au moins. Hein, quand on regarde ce qui s'est passé au début des années 80, quand, euh, quand le banquier central, je me souviens plus de son, je me souviens plus de son nom, a augmenté ses taux à 20% pour lutter contre l'inflation. Paul Volcker, pardon, voilà, le banquier central Paul Volcker a monté ses taux jusqu'à 20%. L'or a perdu la moitié de sa valeur. L'or a perdu la moitié de sa valeur. Quand l'économie est rentrée en récession, quand on commençait à se poser les questions, oui, la récession, les gens vont moins consommer, etc., 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 l'or avait perdu encore 10% de sa valeur, 10 à 15% de sa valeur en 2008. Et ensuite, en 2011, 2012, quand les marchés ont été rassurés par le fait que les banques centrales allaient prendre en main l'économie, que l'économie allait repartir, qu'il n'y aura pas de crise existentielle de la zone euro, l'or a perdu quasiment 40% de sa valeur. Bon. Là, ce qui est marrant, c'est que, bizarrement, si tout est mieux que bien, comme semblent le montrer les marchés actions, pourquoi l'or ne s'effondre pas un peu plus? Ben là, bizarrement, l'or tient très bien le coup. Donc ça c'est quand même une question. Hein, ça, voilà, on a des marchés actions qui montent, mais on a l'or qui ne s'effondre pas. Donc ça c'est quand même des, voilà, ça suscite des questions, on va dire. Alors idem pour l'argent. Alors l'argent est plus fragile que l'or. Pourquoi? Parce que l'argent est un métal industriel qui est aussi utilisé dans l'industrie. Notamment, l'argent est un des meilleurs conducteurs de l'électricité. Et là, ce qui est très étrange, c'est que l'argent, il est quand même à 20-25% de ses records historiques depuis le début de la crise, depuis la crise du Covid. C'est quand même étrange. Hein. Voilà, là encore, l'argent, hein, si l'économie, si on pensait que l'économie allait mieux que bien, l'argent devrait monter. Or, l'argent peine. L'argent peine. Et quand on creuse un peu plus, c'est pareil pour le palladium. Regardez, le palladium, il est même dans une tendance baissière. Alors, on a eu une envolée du palladium après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Puis là, le palladium, il ne fait plus rien, il est en train de baisser. Pareil pour le platine. Le platine, il ne fait pas grand-chose non plus. Donc, tous ces métaux précieux, alors on a l'or qui, lui, tient très bien, qui montre que, attention, alors l'or n'est pas un métal industriel, l'or c'est un peu un baromètre de la peur. Plus l'or monte, plus les marchés s'inquiètent, soit qu'il y ait un risque inflationniste ou hyperinflationniste, soit qu'il y ait une crise financière. Le fait que l'or tienne si bien montre que les marchés ne sont pas sereins. Et en même temps, le fait que l'argent, le palladium, le platine tendent à se tasser, tendent à baisser, montre aussi que l'économie va être moins consommatrice de ces métaux qui sont aussi des métaux utilisés dans l'industrie.
Donc là, les métaux précieux nous envoient deux messages. Premier message, attention, les gens ont besoin de se protéger contre un risque d'explosion du système, soit d'un crack bancaire généralisé, soit d'un choc inflationniste. Ça, c'est l'or qui nous envoie ce message. Et de l'autre, les autres métaux précieux industriels nous envoient un message que, attention, il y a un risque de ralentissement de l'économie. Donc les métaux précieux, les messages que nous envoient les métaux précieux ne sont pas forcément très optimistes pour l'économie. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les matières premières? Alors là encore, le pétrole, il est sous pression. Et là, quand on regarde le pétrole, clairement, on est revenu en dessous du niveau de l'invasion en Ukraine, alors qu'on avait quasiment tapé des records historiques sur le pétrole après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, on a le pétrole qui est en dessous de ces niveaux d'avant crise ukrainienne. Donc on voit que là, clairement, le marché du pétrole nous envoie un signal que la demande en pétrole va diminuer dans les prochains mois. Ça, ce n'est pas forcément un signal de regain de la croissance économique. C'est plutôt un signal de ralentissement de la demande en pétrole. À l'inverse, alors le gaz naturel qui s'était effondré, qui a perdu 80% de sa valeur, alors là, le gaz, on est en train de rentrer dans une large base de consolidation où le gaz fluctue entre 2000 et 3000. Et là, on pourrait, il y a une probabilité que le gaz ressorte par le haut et reparte à la hausse. Alors, on ne retrouvera peut-être pas les 10 000, mais il y a des chances que le gaz reparte à la hausse. Et ça, pour le coup, ça peut faire redémarrer l'inflation. Donc là encore, ce qui se passe sur le gaz n'est pas forcément très positif. On a le gaz qui a perdu 80% de sa valeur et pourtant l'inflation ne s'effondre pas. Donc que se passerait-il si jamais le gaz devait remonter alors même que l'inflation ne s'est pas effondrée comme ça aurait pu l'être? Donc là, attention. Alors le cuivre, lui, il est sous pression. On voit que le cuivre a du mal à dépasser les 4 dollars à la tonne. On n'arrive pas à redépasser la zone des 4. Et là, ça envoie un signal de ralentissement de la croissance. Et quand on regarde les céréales, le prix des céréales, alors on peut le voir de deux manières, le prix des céréales. Soit on le voit de manière négative, le prix du blé qui est en train de baisser, qui est revenu même avant, à son cours d'avant la crise en Ukraine. Donc on pourrait dire, ah bah, le blé est en dessous du niveau d'avant la crise en Ukraine. Ça veut dire que les marchés anticipent une défaite de la Russie et donc l'ouverture des vannes de blé. Ça veut dire ça, que le marché pense que il va y avoir une surabondance de blé à cause de la défaite de la Russie et la mise en place d'un régime en Russie pro-occidental. Et là, on ouvre les vannes. Donc là, il y aura énormément de blé. Donc ça, c'est ce que les marchés peuvent anticiper. C'est ce que ce graphique peut nous indiquer. Mais ça peut aussi vouloir dire que la demande en blé pourrait baisser dans les prochains mois. Voilà. Et c'est pareil pour le maïs. Le maïs aussi qui a retrouvé, qui est à des niveaux d'avant la crise en Ukraine. Alors, donc là, on voit le marché des matières premières nous envoie des signaux plutôt négatifs sur la croissance économique. Le gaz naturel qui tend à finir son cycle baissier, voire même à repartir à la hausse, pourrait présager d'un rebond de l'inflation, surtout en Europe, et les autres matières premières qui sont sous pression laissent à penser qu'on a un ralentissement de l'économie. Les cryptos, alors pour terminer sur les cryptos, là, après une très forte baisse qui a vu le Bitcoin passer de 70 000 dollars à 15 000 dollars, 80% de baisse, le Bitcoin a doublé, il a fait x2 en quelques mois. Mais pour le moment, attention, le Bitcoin est très volatile. On ne peut pas encore parler de retournement à la hausse, mais là, on termine, vous voyez, on a fini une large base de consolidation. Et là,
il faudra surveiller, hein, si on franchit les 40 000 $, on pourrait commencer à parler de renversement de tendance sur le Bitcoin. Et c'est à peu près pareil pour l'Ethereum, hein. Si l'Ethereum franchit les 2500 $, on pourrait aussi commencer à parler de renversement de tendance sur l'Ethereum. Donc voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire sur les marchés, hein, en ce 20 mai 2023. Alors, en conclusion, les marchés nous envoient des signaux contradictoires. Les actions européennes qui restent proches de le record historique envoient un message que l'économie ne tombera pas en récession et qu'aucune crise ne menace vraiment la santé des multinationales. Ça, c'est ce que nous envoie le marché action, en particulier le marché action européen. Les taux d'intérêt qui ont arrêté de monter mais qui ne baissent pas envoient un signal que l'inflation ne va pas baisser comme ça du jour au lendemain. Hein, attention, hein, les personnes qui pensent que l'inflation va revenir à 2% de manière tranquille, ça, c'est pas du tout gagné. Et ça, les taux qui ne veulent pas baisser, ça, c'est le signal, le warning que nous envoie le marché des taux que, attention, l'inflation est loin d'être vaincue. Les spreads de crédit de la zone euro n'explosent pas et donc le marché est loin d'anticiper un effondrement de la zone euro. Par contre, attention, on a quand même un petit bémol sur la France. On a des spreads entre la France et l'Allemagne qui titillent leur plus haut depuis 10 ans et qui montrent que les marchés ne vont pas donner un blanc-seing au président Macron et à son équipe. Donc c'est peut-être ce qui explique pourquoi Emmanuel Macron tenait à faire passer sa réforme des retraites malgré l'opposition d'une partie de la population, de la rue et d'une grande partie des députés, parce que Emmanuel Macron veut s'assurer que les marchés continueront à financer la dette française qui, je le rappelle, est à 115-120% du PIB français. Mais au niveau de la zone euro, pour le moment, quand on regarde le Forex, l'euro-dollar et les spreads de taux entre l'Italie et l'Allemagne, pour le moment, il n'y a pas de danger en la demeure. Alors maintenant, quand on regarde l'or, l'or qui reste à moins de 5% de son record historique, montre que les marchés ne sont pas totalement sereins face à un risque, face à un choc, face à un collapse, face à un choc systémique. Ça peut être soit un choc géopolitique avec une généralisation du conflit russo-ukrainien qui pourrait se propager avec Taïwan, la Chine, etc., etc. Soit un choc financier avec une banque, une énorme banque qui menace de faire faillite, soit un choc inflationniste. Et ça, le fait que l'or reste à 5% de son record historique montre que certains opérateurs ne sont pas très sereins par rapport à la situation actuelle. Et enfin, les autres métaux, notamment l'argent et les matières premières, plus sensibles à la conjoncture, montrent qu'on n'est pas à l'abri d'un ralentissement marqué de la croissance économique. Donc on voit que les marchés, suivant que l'on regarde les actions, les taux, les spreads, le forex, l'or, les métaux précieux ou les matières premières, on voit que les marchés nous envoient des signaux contradictoires. N'en déplaise aux déclinologues, nous sommes loin d'avoir un collapse du système. Hein, pour le moment, en tout cas, personnellement, quand je regarde les indices, quand je regarde les taux, quand je regarde les spreads de crédit, pour le moment, on n'anticipe pas un effondrement de la Ve République avec Emmanuel Macron qui est obligé de fuir la France en catimini. Pour le moment, ce n'est pas ce que les marchés anticipent. Hein. Pareil, quand on regarde les résultats des banques françaises, on n'anticipe pas une libanisation de l'économie française. Hein, lorsque j'entends des gens dire vite, retirez votre argent des banques, ça va être comme au Liban. Bon, je suis désolé. Hein, et là, je suis pas, voilà, je suis pas payé par un tel ou un tel, mais quand on regarde Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, BPCE, on voit que ces banques sont très, très, très solides.
on voit que clairement, les marchés accordent une grande confiance au système bancaire français. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les marchés financiers. Hein. Et le marché a toujours raison. Donc attention, hein, voilà, malgré ce que disent les déclinologues, on est pour le moment en France, en zone euro, dans le monde occidental, on est beaucoup plus proche du plein emploi avec des salaires qui tendent à suivre l'inflation que du chômage de masse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot, hein, clairement. Je vous ai dit en début de vidéo, moi, enfin, il ne se passe pas une semaine sans que des chasseurs de tête ne m'appellent pour me débaucher, pour me proposer un poste quelque part, hein, avec un salaire sensiblement plus élevé ou des conditions de travail meilleures que ce que j'ai actuellement. Donc clairement, et bon, de choses une, hein, soit je suis un génie, bon, je laisse le soin à chacun d'en juger, enfin en tout cas moi je ne pense pas être plus intelligent qu'un autre, soit c'est le marché en fait qui est dynamique. Moi je pense plutôt que le marché est dynamique. Donc ce qui m'arrive à moi avec des chasseurs de tête qui me contactent, ça arrive à plein, à beaucoup de personnes d'entre vous. À l'inverse, les dogs de Bordeaux ne doivent pas crier victoire trop vite. Hein. Attention, hein, je commence à entendre des gérants parler du CAC à 10 000 points. Attention, tout n'est pas rose pour autant. Hein. Le gouvernement Macron enregistre des cotes d'impopularité record. Hein. Depuis le début de la Ve République, on n'a jamais vu un président aussi impopulaire, un président qui ne peut même pas fêter le 8 mai, assister à la fête du 8 mai en étant seul, parce qu'on est obligé de mettre tellement de CRS pour protéger M. Macron que plus personne ne peut assister aux fêtes, aux cérémonies du 8 mai. On a un président qui ne peut plus aller dans la moindre ville sans subir, sans qu'il y ait des casserolades. Donc attention, on a un gouvernement qui a une impopularité record jamais vue de la Ve République, et c'est là que je rejoins Philippe Fabry qui dit que clairement la Ve République est bousculée. Donc attention, hein, M. Macron n'a pas un blanc-seing, et en même temps, les marchés mettent la France sous pression avec des spreads de taux entre la France et l'Allemagne qui sont à des niveaux records depuis 10 ans, et en plus, Fitch qui menace la dette de la France. Et en plus, et parallèlement à cela, on a aussi un record de faillites de petites et moyennes entreprises en France. Donc tout n'est pas tout rose. Il y a des signaux qui montrent qu'il y a quand même le feu qui couve. Alors on n'est pas en pleine explosion du système, hein, le marché est loin d'anticiper une explosion du système, mais attention, attention, ne succombez pas aux sirènes. Hein, si vous suivez des vidéos YouTube et que vous voyez des gérants de sociétés que je ne citerai pas commencer à vous parler d'un CAC 40 à 10 000 points, que tout est beau, tout est bien, tout est génial, attention, les gérants actions, eux, ils vendent des actions. Hein, ce sont des gérants actions, des vendeurs d'actions. Eux, ils ont intérêt à ce que les gens achètent massivement des actions pour que les cours augmentent et pour que leurs bonus qui sont indexés sur la valeur des cours des actions augmentent aussi. Donc, attention aussi à ne pas céder aux sirènes des dogs de Bordeaux. Donc voilà. Donc les déclinologues, souvent, ils ont des formations à vendre, etc. Donc vous parlez de la fin du monde parce qu'ils ont sorti un bouquin ou une formation qui vous explique comment survivre à la fin du monde. Mais de l'autre, les dogs de Bordeaux, si vous creusez un petit peu plus, les dogs de Bordeaux, eux, ils sont gérants actions souvent. Et eux, évidemment, en tant que gérants actions, ils n'ont pas intérêt à ce que tout se pète la gueule. Voilà. Donc mes conseils, hein, premier conseil, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, car les scénarios extrêmes sont loin de faire l'unanimité sur le marché, et rappelons-le que le marché a toujours raison, n'en déplaise aux influenceurs. Hein, on peut être contre ou pour le CAC 40, contre ou pour les taux, etc., etc. Le marché a toujours raison. En revanche, on assiste à quelques renversements de tendance. Les obligations vont devenir de plus en plus intéressantes comparativement aux actions. Hein. Les métaux précieux deviennent meilleur marché pour se protéger face aux risques. Les produits structurés
jouant sur la volatilité des marchés, deviennent aussi de plus en plus intéressants à acheter. Hein, c'est souvent lorsque la volatilité se calme, lorsque les gérants actions commencent à vous dire que c'est le moment d'acheter des actions, qu'en réalité, ça peut commencer à être intéressant d'acheter des produits structurés qui ont des barrières de protection à la baisse des marchés. L'assurance vie, longtemps pénalisée par les faibles rendements et par les frais, parce qu'il y a quand même plus de frais dans les assurances vie que dans certains autres placements, deviennent de plus en plus intéressants relativement aux plateformes de trading qui subissent de plein fouet la hausse des coûts de rollover, eux-mêmes liés à la hausse des taux. Les personnes dont je suis, que j'accompagne dans leur gestion de patrimoine, je leur ai expliqué, j'ai pris un petit peu le temps de leur expliquer les relations qui existent entre le rollover, les taux d'intérêt, les frais des plateformes, les frais de l'assurance vie, etc., etc. J'ai pris la peine d'expliquer. Bon, ça mettrait beaucoup de temps à vous expliquer en détail un petit peu les relations, mais il y a des relations qui existent entre le rollover, entre les taux d'intérêt, le niveau des taux d'intérêt et le niveau des frais que vous prennent les plateformes de trading tous les jours, appelées rollover. Les actions commencent à devenir chères relativement aux taux d'intérêt, surtout quand on pense que si les taux se stabilisent ou augmentent même légèrement, les obligations délivreront des coupons intéressants. C'est-à-dire que même si demain les taux ne bougent plus, les taux se stabilisent à 3, 3,5, 4, 4,5%, bah, des taux à 3%, des taux à 4%, des taux à 5%, c'est l'assurance de gagner tous les ans, sans prendre de risque, des intérêts à 3, 4, 5%, sans prendre aucun risque sur le moyen terme. Donc là, les obligations, les taux d'intérêt des obligations, si le prix, si les taux ne bougent pas, voire même augmentent légèrement, vous avez l'assurance de gagner sans aucune prise de risque des flux, des coupons, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Maintenant, si les taux baissent fortement, alors là, les obligations enregistreront des hausses significatives. Pourquoi? Revoyez le cours que j'ai fait sur les obligations, la formation que j'ai fait sur les obligations. Le prix des obligations évolue en sens inverse des taux d'intérêt. Donc, si les taux qui sont maintenant à 3-4% revenaient à 1%, parce qu'il y a une grosse crise, le prix des obligations augmentera de 10, 20, 30%. Il y a des formules mathématiques qui relient les taux au prix des obligations. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, sinon je pars pour 1 heure ou 2 heures de vidéo. Mais donc on voit qu'on a un risque asymétrique. C'est-à-dire que si les taux ne bougent pas, voire même augmentent légèrement, bah, vos obligations que vous avez achetées il y a quelques semaines, quelques mois, ou que vous achèterez en ce moment, bah, elles vont vous délivrer des rendements de 3, 4, 5%, donc assez intéressant, avec un risque qui est très faible. À l'inverse, si les taux s'effondrent, les obligations vont s'envoler. Le prix des obligations va s'envoler. Donc que les taux montent ou baissent, les hausses des taux intervenues en 2022, par contre, elles impacteront tôt ou tard l'économie réelle et donc le résultat des entreprises et la valeur des actions. Donc on voit qu'on a une asymétrie entre les actions et les obligations du fait des taux, de la valeur des taux aujourd'hui, au moment où je vous parle. De même qu'on a une asymétrie entre certains investissements de type plateforme de trading et les assurances vie. Et il y a encore 1 an et demi, clairement, la plateforme de trading était plus intéressante que l'assurance vie. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de faire du DCA, du dollar cost averaging, via l'assurance vie que via la plateforme de trading. Et j'ai même mon broker qui m'envoie même des warnings, des mails en me disant attention, monsieur Bacos, vous gardez vos positions trop longtemps en faisant du DCA, donc attention, les coûts deviennent trop élevés pour cette stratégie. C'est carrément mon broker, ma plateforme de trading, qui me le dit. Donc attention. Donc là, on a quand même des choses qui se passent à cause du rollover. Mes conseils, il est urgent de réfléchir à investir. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis quelque temps, cette phrase, elle est
hyper importante, il est urgent de réfléchir à investir. Plusieurs cas se présentent. Si votre profession tourne autour de la finance et que vous avez du temps libre, bah, consacrez une partie de votre temps à investir par vous-même. Ne laissez pas votre argent dormir sur votre compte courant qui ne rapporte rien alors qu'il y a de l'inflation à 4 ou 5%. Si votre métier, c'est la finance et que vous avez du temps, c'est quand même dommage de ne pas passer du temps à élaborer des stratégies patrimoniales, des stratégies d'investissement. Premier cas. Deuxième cas, si la finance n'est pas votre tasse de thé, mais que vous souhaitez prendre en main quand même la gestion de vos finances personnelles, que vous souhaitez passer 2-3 heures par jour. Il faut du temps, hein. Surtout si vous n'avez pas les connaissances financières, mais que vous êtes prêt à passer 2-3 heures par jour à vous muscler sur la finance, ben, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je peux vous communiquer des contacts de formateurs, de gens qui proposent des formations sur la finance, sur l'immobilier, de formations dont certaines peuvent être très bien. Alors moi, je ne suis pas formateur, moi, je ne vends pas de formation. J'ai choisi de ne pas le faire. Je ne peux pas courir tous les livres à la fois. Moi, je partage avec vous ma passion sur la finance, sur les points de marché, sur l'immobilier, sur tout ça, mais je ne suis pas formateur. Donc, si vous avez 2-3 heures par jour de temps à consacrer aux investissements parce que vous n'êtes pas un expert de la finance, bah, ça peut être intéressant de passer du temps à vous former. Et enfin, troisième point, si vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas envie de passer du temps à investir, à apprendre à investir, bah, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Il n'y a aucune honte à ça. Moi, par exemple, quand j'ai des soucis de santé, et les personnes qui me suivent savent de quoi je parle, quand je parle de problèmes de santé, bah, je suis suivi par un médecin spécialiste. Quand j'ai une fuite d'eau chez moi, je contacte un plombier. Quand j'ai un problème d'électricité, je contacte un électricien. Quand j'ai des problèmes de terrasse qui s'affaissent, ça m'est arrivé il y a quelques années, ben, je vais contacter un maçon, etc., etc. On ne peut pas être doué sur tout. Une journée, ça ne fait que 24 heures. Il n'y a pas de honte à se dire ah, moi, je ne suis pas doué en finance, je n'ai pas le temps de m'en occuper, ou ça ne m'intéresse pas, ou XXX. Ben, je fais appel à un conseiller qui va piloter une partie, ce n'est pas forcément la totalité de votre patrimoine, mais au moins une partie de mon patrimoine. Moi, là-dessus, je peux vous aider. Celles et ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Moi, j'ai une force, c'est ma force. Ça fait 20 ans que je bosse dans les investissements. J'ai quasiment investi dans tous les actifs, toutes les classes d'actifs qui existent sur les marchés. Je peux vous accompagner là-dessus. J'ai aussi toutes mes certifications AMF, de l'autorité des marchés financiers. Donc, je suis habilité à accompagner les personnes dans la gestion patrimoniale. Vous me contactez, vous avez mon mail en dessous, vous m'écrivez et moi, il n'y a pas de problème, je pourrais vous accompagner. Alors, parfois, je mettrai un petit peu de temps à vous répondre parce qu'il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont sollicité, qui me sollicitent toujours, mais ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai sans honoraire. Donc, j'insiste là-dessus, je suis désolé, je radote, mais moi, j'ai choisi de ne pas prendre d'honoraire sur l'accompagnement patrimonial parce que pour moi, la liberté financière, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le titre de cette chaîne, c'est Conquérir votre liberté financière. Ça me tient à cœur et je me vois mal vous accompagner pour mettre en place des stratégies pour atteindre la liberté financière et vous prendre 100, 200, 300 euros de l'heure. Ça va être compliqué, quoi. En gros, je vous mets une charge je vais vous apprendre à voler, mais je vais vous mettre un poids de 90 kilos. Et puis, avec ces 80 kilos, je vais essayer de vous apprendre à voler. C'est pas terrible. J'ai choisi de ne pas prendre d'honoraires, mais bon, bah, évidemment, j'ai que deux bras, j'ai qu'une tête, deux bras, deux jambes. Voilà, les journées ne font que 24 heures, mais je ferai tout. En tout cas, si vous m'écrivez, je ferai tout pour vous accompagner, pour vous donner un conseil personnalisé. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, voilà un petit peu. J'étais content de vous retrouver pour ce point de marché. J'étais ravi de partager ces moments avec vous. Alors, je ne vais pas pouvoir faire un point de marché toutes les semaines, très clairement.
Il faut être réaliste. Je ne pourrais pas avoir cette cadence-là, en tout cas. J'essaierai quand même de vous faire des points de marché réguliers, surtout quand il se passe des choses. Mais en tout cas, bah, les personnes, en tout cas que j'accompagne sur le plan patrimonial, bah, elles, en tout cas, évidemment, elles pourront avoir des points de marché à la demande, hein, à volonté, évidemment. Là encore, sans honoraire, puisque c'est un petit peu mon créneau. Mais je ne peux pas comme ça faire des points de marché. Vous voyez le nombre de slides qu'il me faut comme ça au tout venant. C'est impossible en ayant un boulot à côté, en suivant un certain nombre d'entre vous de manière personnalisée et sachant que j'ai aussi ma vie de famille. Je ne peux pas courir tous les lièvres à la fois. Donc, je m'excuse par avance, hein, pour celles et ceux qui s'étaient habitués à mes vidéos toutes les semaines. Je ne pourrais pas tenir cette cadence. Néanmoins, je continuerai à faire des points de marché régulièrement. Et pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement personnalisé, mon adresse mail est ici. Vous pouvez m'écrire et je ferai tout pour vous répondre au plus vite. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très bon long week-end pour celles et ceux qui ont eu la chance de partir un petit peu, un très bon long week-end de l'Ascension, une très bonne semaine pour celles et ceux qui reprendront le travail lundi et j'espère vous retrouver à très bientôt pour un nouveau point de marché. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.